Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour cette Minute Éco Ouest France organisée sur le stand du Siècle Vert. Je suis avec Philippe Noyau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans le Loir-et-Cher. Vous êtes également vice-président de l'association Contrat de Solutions. Alors, rappelons-nous, c'était en 2008, à l'occasion du Grenelle de l'environnement. La France prenait l'engagement de réduire de 50% les pesticides. Et je me souviens, il y avait eu un grand débat en rajoutant si possible. Aujourd'hui, on est en 2020 et visiblement, ça n'a pas marché. Vous revenez sur le devant de la scène parce que vous savez aussi que la pression sociétale, les attentes des consommateurs sont très fortes sur ce sujet-là, avec une association qui s'appelle Contrat de Solutions, dont vous êtes le vice-président. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous proposez avec cette association Contrat de Solutions sur ce sujet des pesticides? Alors, le Contrat de Solutions, c'est une association qui regroupe toutes les organisations qui touchent à l'agriculture, aussi bien des syndicats que des structures qui conseillent, des structures qui produisent aussi des matières actives qui soient synthétiques ou naturelles, pour justement protéger les plantes. L'objectif, c'est de protéger les plantes. Donc là, on a un travail de fond. Maintenant, on a 72 solutions possibles. Et souvent, c'est une combinaison de solutions. C'est-à-dire que c'est avoir plusieurs cultures, c'est mettre deux cultures en même temps. Le colza plus une févrole pour attirer les insectes. C'est essayer de détourner l'insecte ou de détourner la maladie aussi, ou une plante qui protégera une autre. Donc c'est ça les différentes solutions. En clair, ça vous oblige à revoir complètement vos pratiques agricoles, à revoir les rotations des cultures, c'est ça? Alors c'est revoir effectivement la rotation, donc c'est plusieurs cultures qui se succèdent. Printemps, été, automne, hiver, on arrive à faire d'une année sur l'autre parce qu'on cultive qu'une fois, c'est ça qui est compliqué chez nous. Donc la solution qu'on a trouvée, elle sera utile que l'année qui suit. Donc c'est effectivement apporter ces solutions-là avec toutes les solutions possibles avec ce groupe-là. Alors, je le disais, on n'a pas réussi à diminuer les volumes en pesticides, mais on voit quand même, il y a un réseau de fermes pilotes dans le cadre du programme Éco-Phyto, et on voit qu'un certain nombre d'exploitations agricoles ont réussi à faire diminuer la consommation. Alors comment expliquer ce décalage entre les réussites de certaines exploitations pilotes et puis le reste de la ferme France? Alors c'est environ 10% d'agriculteurs qui sont les pionniers. On a toujours des pionniers qui travaillent de fond, mais qui travaillent de fond déjà depuis plus de 10 ans pour essayer de trouver ces solutions combinatoires. Alors maintenant, il nous reste effectivement à aller sur le terrain, c'est le but aussi de l'association, pour proposer ces solutions-là combinatoires. Mais chaque exploitation aura sa solution. Il n'y a pas de solution type, il n'y a pas une seule solution. C'est par rapport à son territoire, par rapport à son contexte climatique, son contexte agronomique, donc le sol, qu'on pourra en fait adapter sa solution. Par rapport, est-ce qu'on a une irrigation ou pas? Si on a l'irrigation, c'est plus facile de changer de culture. Donc c'est quand même assez complexe. Donc c'est à chaque agriculteur de se poser, de dire voilà, je suis dans son contexte-là, eh bien je vais pouvoir prendre cette solution-là, cette solution-là. Puis des fois, on arrive effectivement qu'il y a un trou, il n'y a pas de solution. Ou alors la solution est trop chère. Quand on passe aux mécaniques, par exemple, maintenant on a des matériels qui coûtent une fortune, très très cher. 60 000, 70 000 euros pour seulement 4 mètres de large. En clair, vous dites qu'il y a des agriculteurs pionniers sur lesquels il faut s'appuyer pour ensuite diffuser des bonnes pratiques? Voilà, c'est ça. Donc maintenant on va sur le terrain justement on fait des portes ouvertes aussi. Pendant une année, on va faire des portes ouvertes sur ces exploitations-là et on va communiquer auprès de tous les agriculteurs pour qu'ils viennent voir ce qui se passe dans ces entreprises-là, chez ces exploitants-là. Et après, l'agriculteur se fera sa propre raison à lui. Et voilà, je peux prendre celle-ci, chez l'autre personne, je vais prendre celle-ci, je vais l'adapter à mon territoire, à mon exploitation. Alors, on a vu ces dernières semaines des maires, je pense à un maire breton, prendre des arrêtés anti-pesticides. Comment est-ce qu'on rassure les consommateurs sur cette question des zones de traitement ou des zones de non-traitement? Alors, donc, on utilise du matériel qu'on appelle anti-dérive, pour pas que le voisin, effectivement. L'objectif de l'agriculteur, c'est que le produit pulvérisé, qu'il soit naturel ou pas, qu'il aille sur la cible. Donc c'est à nous d'avoir le matériel adapté pour aller sur cette cible. La cible, c'est le feuillage, c'est le sol, c'est le feuillage en l'air, c'est le sol, c'est le feuillage intermédiaire. Donc c'est à nous donc, de prendre toutes les précautions possibles. Il y a des horaires, il ne faut pas qu'il y ait de vent. Le mieux, c'est de travailler la nuit, en fin de soirée ou au début de matinée, parce que là, la plante elle est plus réceptive aux produits qu'on va lui proposer pour en fait, la protéger.
Vous-même, donc vous êtes agriculteur dans le Loir-et-Cher. Est-ce que vous avez réussi à diminuer la consommation de produits que vous utilisez par rapport soit aux fermes voisines ou par rapport à la moyenne française? Alors déjà, on se compare nous-mêmes. Donc on a diminué la partie maladie, la partie insectes, avec les méthodes combinatoires. Le souci, surtout qu'on est en agriculture de conservation, c'est-à-dire qu'on ne laboure plus le sol pour protéger les vers de terre. Donc il nous faut du glyphosate pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'autres solutions pour enlever l'herbe, pour en fait cultiver la culture que l'on veut mettre en place, qu'elle soit seule et qu'il n'y ait pas une herbe qui soit au pied et qui la concurrence. Alors le président de la République justement a dit lors de l'inauguration du salon qu'il faudrait peut-être prévoir effectivement des dérogations, des exceptions pour le glyphosate, et il a eu raison. Mais bien sûr, le temps qu'on n'a pas de solution, je pense qu'il y a des solutions alternatives qui arrivent, entre autres avec des robots. Et ces robots-là, maintenant, avec la couleur de la plante, on enregistre une carte avec une couleur. Il y a un agriculteur qui a mis en place cette solution-là, mais elle n'est pas divulgable encore. Et en fait, avec la couleur, la machine ira arracher la mauvaise herbe et laissera la bonne culture. Et ça, c'est pas encore développé, quoi. Voilà. Quelle leçon vous tirez justement de cet échec du Grenelle de l'environnement, qu'il faut procéder autrement? C'est pas un échec. C'est pas un échec, parce que pendant ce temps-là, on a quand même beaucoup de matières actives qui ont été supprimées. Les plus dangereuses, qui sont cancérigènes, mutagènes, ont été supprimées. Donc maintenant, on emploie en fait des produits beaucoup plus light. Et il a été supprimé par des solutions qui ne consommaient peu de phyto et qui ont été remplacées par d'autres solutions. Je n'irai pas dans le détail parce que c'est assez compliqué à expliquer. C'est des insectes. Avant, on enrobait la graine. Donc on mettait un petit peu d'insecticide autour de la graine et ça protégeait la plante. Ça a été annulé et maintenant on remplace. Quand il y a le problème d'insectes, on remplace par 2 insecticides foliaires. Une dernière question. C'est simple. Le biocontrôle, c'est une vraie piste de progrès? Bien sûr. Les biocontrôles, donc j'y travaille moi avec les associations de biocontrôle. Mais c'est différent. Une matière biocontrôle ne remplace pas une matière active chimique. C'est une combinaison et une anticipation des fois de plusieurs mois ou plusieurs années pour regarder ce qui se passe. C'est beaucoup plus d'observations et c'est combiné, changement de pratique, vous avez dit, le changement d'assolement, donc beaucoup plus de culture. C'est aussi, l'exemple c'est simple, c'est la mouche du brou pour la noix. Je fais des noix, et bien en fait, la mouche, enfin le ver, il est l'été, il est dans la broue, dans le brou, il est l'été, il tombe au sol. Et bien en fait, il faut s'occuper de l'insecte qui sera au sol, enfin du ver qui sera au sol, pour pas qu'il devienne mouche et qu'il reponde une nouvelle fois l'année d'après. Vous voyez la combinaison, c'est vraiment une anticipation des choses, quoi. Donc s'appuyer sur la nature, s'appuyer sur les sols pour essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est de l'observation en permanence, c'est regarder la nature, c'est écouter ce que les autres font, c'est échanger avec les agriculteurs, parce que je pense que les solutions elles sont vers l'échange et le partage entre les réseaux justement que vous avez cités tout à l'heure. Parfait, merci Philippe Noyau d'avoir participé à cette Minute Éco. Avec plaisir.